Bonjour chers collègues, merci d'être ici pour cette session, la première de ces 5 sessions, de ces 5 webinaires sur la meilleure programmation pour l'éducation. Ces webinaires qu'on a pensés ensemble avec la plateforme Educate pour nourrir la réflexion des acteurs à l'aide de témoignages d'experts directement en prise avec les différentes thématiques que nous souhaitons aborder. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'éducation en situation d'urgence. C'est une thématique qui a pris de plus en plus d'importance dans les travaux de la plateforme Educate, notamment en 2019. Educate avait organisé une conférence internationale sur la thématique éducation et déplacement pour une éducation de qualité aux réfugiés et personnes déplacées. C'était une conférence qui avait été menée notamment à l'occasion de la publication du rapport de l'UNESCO, du rapport UNESCO-GEM en 2019. Et à cette occasion, nous avions eu notamment l'honneur d'accueillir Madame Yasmine Cherif, qui est directrice de Education Cannot Wait, la docteure Kumbu Bolibari, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour le droit à l'éducation, et des experts de différents pays, notamment du Rwanda et d'Ouganda. Au début de ce mois aussi, nous avions abordé cette question de la situation des crises dans le cadre de notre conférence internationale, mais là, on parlait plutôt de la crise Covid. Et c'était Madame Linda Jones, qui était conseillère Education in Emergency auprès d'UNICEF, qui avait pris la parole. Alors, Educate appelle en général la plateforme à une meilleure prise en compte de la situation de l'éducation dans l'aide humanitaire belge. Nous avons notamment des demandes en termes de financement et nous sommes actuellement d'ailleurs occupés à faire l'analyse de ces chiffres pour avoir une vision claire du soutien de la Belgique à cette thématique. Alors, chers collègues, comme vous le savez, l'éducation, c'est un droit fondamental qui doit être garanti pour tous les enfants et les jeunes, y compris en période de crise, qu'elle soit sanitaire, climatique ou liée à un conflit. Dans les zones de conflit, les attaques contre l'éducation et l'utilisation militaire des écoles portent atteinte aux droits des enfants à l'éducation. Les enfants sont ainsi privés de leur droit non seulement à l'éducation, parfois pendant plusieurs années, mais aussi vivent avec un traumatisme qu'ils peuvent garder à vie. Entre 2015 et 2019, on estime que 22 000 étudiants, enseignants et personnels de l'éducation ont été délibérément pris pour cible et blessés. On considère que globalement, quand on prend les millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, 35% des enfants d'âge scolaire qui ne sont pas à l'école vivent dans des situations de conflit. Pour les filles adolescentes qui vivent dans des contextes de conflit et de crise, on estime qu'elles ont 90% plus de risques de ne pas être scolarisées dans l'éducation secondaire. Et l'on voit malheureusement que plusieurs de nos pays partenaires sont confrontés à des conflits ou sont dans des contextes mouvants, notamment dans la région sahélienne, entre ce qu'on appelle dans le jargon des acteurs les situations, les programmes de développement et les programmes d'intervention humanitaire. Donc, c'est cette question qu'on va aborder aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir deux experts, deux collègues intervenants aujourd'hui pour introduire le débat. D'une part, M. Daouda Diarra, qui est spécialiste éducation en situation d'urgence au Bureau régional de plan pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il représente notamment Plan International dans le groupe de travail régional sur l'éducation en situation de crise, ainsi que dans le comité directeur de la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Nous avons également M. Basile Oubda, qui est spécialiste éducation inclusive pour Humanité et Inclusion au Mali depuis 2018. Basile Oubda est sociolinguiste de formation. Il a occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation Burkina Faso, y compris comme enseignant, avant de devenir chef de projet éducation pour Humanité et Inclusion au Burkina Faso pendant 5 ans et d'être actuellement sur son poste de spécialiste au Mali. Alors, M. Diarra abordera la situation de l'Afrique de l'Ouest et de la déclaration pour la sécurité des écoles, ainsi que les enjeux spécifiques liés à la protection des enfants et des filles. M. Oubda, quant à lui, soulignera l'importance de l'approche multisectorielle sur base d'exemples tirés du Mali. Alors, sur ce, Daouda, je vous cède la parole pour votre présentation. Vous avez 15 minutes. Merci beaucoup et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Roméo, pour la parole. Alors, je voudrais également signaler que je suis socio-anthropologue de formation. Et tout d'abord, je voudrais saluer l'engagement du groupe de travail Educate pour la série de webinaires organisés en faveur de l'éducation en situation d'urgence. Et
Bonjour, chers participants. Je suis heureux de parler à cette tribune pour partager avec vous le travail de plan international dans la diffusion et l'implémentation de la Safe School Declaration ou Déclaration École Sûre dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, mon intervention va parler du travail fait par un projet régional que je coordonne présentement. Et ce projet, il s'intitule « Protection de l'éducation contre les attaques, garantir l'accès à l'éducation en temps de conflit en Afrique occidentale et centrale ». Alors, en parlant du contexte dans la région, nous retenons que l'éducation est aujourd'hui confrontée à des fermetures d'écoles, de destruction de biens scolaires, des atteintes graves aux droits des enfants. À cela s'ajoutent les effets de la pandémie COVID-19, une situation qui menace la marche vers l'objectif de développement durable numéro 4 dans des pays où la crise semble être aiguë. Et là, je vais dire par là le Nigeria, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Cameroun. Il n'y a pas très longtemps, NRC nous signalait qu'entre 2020 et 2021, dans les 3 pays du Sahel central, Burkina, Mali, Niger, plus de 4000 écoles sont restées fermées, privant ainsi environ 776 000 enfants de leur droit à l'éducation. Et entre-temps, la Coalition mondiale également rapportait que plus de 1000 élèves et enseignants ont été affectés au Cameroun entre 2017 et 2019. Au Nigeria, l'UNICEF rapportait qu'il y avait eu plus de 20 attaques contre des écoles en cette année 2021, ayant entraîné l'enlèvement de plus de 1400 enfants, avec 16 décès enregistrés et plus de 200 enfants disparus. Slide. Les attaques contre l'éducation ont des répercussions sur le bien-être des enfants et les jeunes, et ces répercussions touchent plus les filles. Entre autres, je voudrais citer des troubles psychosociaux pour enfants, jeunes et adultes, une forte augmentation du décrochage scolaire, surtout pour les filles, l'exposition aux pratiques néfastes, je veux dire par là le travail des enfants, les grossesses précoces, les mariages précoces ou forcés qui concernent les filles notamment, l'exposition des enfants au risque de recrutement par les groupes armés, etc. Slide. Écoutons cette jeune fille du Burkina Faso, elle s'appelle Sarata, elle dit, et je vous cite, « Lorsque nous sommes arrivés dans le camp, mes amis et moi étions très heureux d'aller à l'école tous les jours, mais nous avons commencé à avoir peur d'y aller parce que des personnes armées venaient attaquer notre école et emmenaient des filles. Maintenant, nous n'allons plus régulièrement à l'école. » Préoccupé par le danger, préoccupé par le danger qui menace l'éducation dans la région, Plan international a jugé utile de s'investir dans la dissémination de la déclaration École Sûre. Et nous avons eu la chance d'avoir 4 projets qui ont reçu le financement du gouvernement de la Norvège et qui illustrent mieux la contribution de notre organisation dans cette campagne tout au long de la région. Et là, nous avons des interventions en termes d'implémentation de la Safe School au Burkina Faso, en Centrafrique, au Cameroun, en Guinée, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, Libéria et la Sierra Leone. Slide. Ces projets nous ont permis d'avoir de contribuer aux actions d'influence et de plaidoyer dans les pays. Et au niveau national, en synergie avec les acteurs nationaux, Plan international a contribué aux avancées suivantes. Il y a notamment le plaidoyer pour l'approbation de la déclaration École Sûre. Et dans la région, Plan intervient dans 14 pays. Sur les 14 pays, il y a 13 qui ont déjà approuvé l'initiative. Et donc, vous allez trouver la liste la liste est jointe pour votre consultation. Il y a également, nous venons de soutenir le gouvernement du Nigeria pour l'organisation de la 4e conférence internationale sur la déclaration École Sûre. Cette conférence avait débuté le lundi et est terminée seulement hier. Également, nous avons renforcé les capacités des journalistes
au Mali en matière d'éducation sensible au conflit et également les outils pour pouvoir disséminer la déclaration et ses lignes directrices. Nous avons aidé à la mise en place de groupes de travail écoles sûres au Cameroun, au Mali, au Niger, au Nigeria. Et au Mali, il y a déjà ces comités qui sont en train de se décentraliser pour avoir des sous-comités au niveau des régions. À cette date, nous avons 7 régions administratives qui disposent de leur sous-comité Safe School Declaration. Nous soutenons la traduction et la diffusion de la déclaration en langue nationale. Cela se fait au Mali et au Burkina Faso. Et je voudrais que vous reteniez qu'au Mali, présentement, nous avons un avant-projet de loi pour protéger les écoles et les universités qui se trouvent dans les coulisses. Chapeau. Slide, s'il vous plaît. Et donc, comme activité de programme, nous avons contribué à des campagnes de retour en faveur surtout des filles. Et là, nous soutenions le ministère de l'Éducation pour la réouverture des écoles formées suite à la crise COVID-19. Nous avons également organisé des soutiens psychosociaux aux enseignants et aux élèves par les biais d'activités éducatives et récréatives. Nous avons développé et mis en œuvre des plans d'urgence pour les écoles, etc. Slide. Et donc, toujours dans notre travail, nous nous sommes dit qu'il serait important de se mettre en réseau avec d'autres agences ayant des interventions dans l'éducation en situation d'urgence. C'est ainsi que nous avons contribué à la mise en œuvre et nous continuons vraiment de soutenir le fonctionnement en faisant foi d'être un membre actif de ces groupes de travail, parmi lesquels je voudrais citer 3. Nous avons le groupe régional, le groupe de travail régional pour l'éducation en situation d'urgence. Ce groupe fait du plaidoyer, fait de la collecte des preuves, le partage d'informations, la coordination et le renforcement des capacités des acteurs régionaux et nationaux. Nous avons également un deuxième groupe que nous appelons West and Central Africa Joining Forces Initiative. Dans ce groupe, les membres font de la communication, la sensibilisation et les violations, la sensibilisation sur les violations graves des droits des enfants. Et un troisième groupe qui est piloté par Save Children, que nous appelons la plateforme pour la mise en œuvre de la déclaration École sûre au Sahel central. Dans cette plateforme, nous travaillons pour le renforcement de la collaboration entre les 3 pays du Sahel central, le Burkina, le Mali, le Niger, en vue de partager les bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la déclaration et également inciter les changements dans les politiques et pratiques. Slide. Nous retenions un certain nombre de recommandations qui sont également partagées par la Coalition mondiale de protection de l'éducation contre les attaques et qui voudrait se faire le devoir d'aider à la dissémination. Et parmi ces recommandations, je voudrais juste citer quelques-unes. Premièrement, nous voudrions que le gouvernement alloue des ressources suffisantes à la mise en œuvre de la déclaration École sûre, en prenant en compte les besoins particuliers des filles et qui, dans toutes les mesures de prévention et de réponse aux attaques contre l'éducation. Les parties au conflit armés doivent également mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les violences sexuelles et sexistes commises par les combattants et si possible même procéder à des poursuites judiciaires. Et également, nous voudrions que le gouvernement, avec le soutien des acteurs internationaux, essaie de renforcer la surveillance et le signalement des attaques contre l'éducation et renforce la collecte des données, ce qui est très important. Et nous voudrons que le gouvernement garantisse et maintienne l'accès à une éducation sûre et de qualité pendant les conflits armés et élaborer des stratégies visant à réduire les risques d'attaque et élaborer des plans de sécurité et de sûreté complets en cas d'attaque contre une école. Investir dans des programmes d'enseignement alternatifs à distance adaptés au contexte
et à la situation. Et veiller à ce que ces plans, ces programmes soient mis à la disposition de tous les élèves non scolarisés pour les raisons d'un conflit armé. Ces programmes doivent s'appuyer sur les exemples de bonnes pratiques mises en œuvre pendant la pandémie COVID-19. Donc ça, il y a une série de recommandations. J'ai juste voulu retenir certaines pour les raisons de timing. Et je voudrais remercier le public charmant qui m'écoute dans l'espoir de trouver des éléments de réponse à des questions que vous poseriez certainement. Merci Roméo, merci le public. Merci Daouda, merci pour cette présentation. Merci aussi, je sais que c'est un sujet très vaste et d'avoir pu brosser un overview de cette question en quelques minutes, c'est un exercice compliqué, mais merci d'avoir partagé ces informations avec nous. Je me tourne vers Marais pour voir s'il y a des questions d'éclaircissement à ce stade. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a une main levée. Il y a une main levée, Oui. mais je pense... Oui. Oui. Dites-moi. Non, mais je pense que je ne sais pas si Madame veut intervenir, mais si les questions plus larges, on peut les reprendre alors en fin de séance. Alors. Oui, ok, d'accord, ça va. Ok, merci. Merci beaucoup, Daouda. Merci. Je me tourne vers Basile. Basile, nous vous écoutons. Vous avez 15 minutes également pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci Roméo. Merci Marie pour la facilitation technique. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est également un plaisir partagé pour moi d'échanger avec chacun d'entre nous sur l'approche Safe School pour handicap international, humanité et inclusion. Je ne vais pas revenir sur les formalités liées au remerciement parce que je souscris aux remerciements qui ont été faits par Daouda. Et je dirais que assez rapidement, nous allons aborder notre sujet. Pour ce qui concerne le Mali, au-delà de ce que Roméo a dit, HI participe aux différentes instances en lien avec l'éducation en situation d'urgence. Et au sein du cluster éducation, HI est membre du groupe stratégique consultatif. OK, slide suivante. On peut toujours passer, Marie. Voilà. Donc, je pense que l'agenda, on peut faire économie de l'agenda et aller directement sur HI à travers le monde en éducation en urgence. Slide suivante. OK. Donc, pour ce qui concerne Humanity and Inclusion, il y a actuellement 52 projets d'éducation dans 27 pays dans le monde répartis entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Et pour ce qui concerne l'éducation en situation d'urgence, c'est un sous-secteur qui est développé au sein de l'organisation depuis 2015, avec actuellement 15 projets dans 14 pays qui sont affectés par les différentes crises et les catastrophes. Slide suivante. En éducation inclusive, Humanity and Inclusion a comme principaux donateurs Education Cannot Wait, ECHO, UNICEF, l'AFD et des bailleurs privés comme la Fondation Mastercard. Et ces différents appuis et soutiens sont utilisés pour apporter des réponses multiples aux différents types de crises que nous rencontrons. Donc, il y a des réponses qui sont adaptées aux crises et aux conflits dans le Sahel, que nous appelons Safe School au Sahel. Il y a également des réponses en lien avec l'éducation des enfants déplacés et réfugiés en Ouganda. Il y a l'éducation inclusive et la petite enfance au Bangladesh. Et il y a également l'éducation inclusive et la réduction des risques à l'école, notamment à Madagascar. Et il y a l'éducation inclusive et la protection de la santé mentale en Égypte et à Gaza. Et il y a des actions de recherche et des projets pilotes également qui sont développés au Kenya. Ces types de réponses se présentent sous forme de synergie forte avec l'action humanitaire inclusive
la protection, les moyens de subsistance, le WASH, la réhabilitation des infrastructures, la réhabilitation de façon générale, la santé mentale, la réduction des risques et bien d'autres thématiques développées par Humanité et Inclusion. Ces synergies sont établies entre ces différentes actions, ces différentes approches et l'éducation. Slide suivante. Marie. OK. Donc, comment se présente l'approche Safe School chez HI? Bien sûr, avant d'arriver au Mali, de façon globale, on part d'abord d'une approche inclusive qui est liée, inclusive au genre, inclusive au handicap, inclusive à l'âge. Cette approche se présente, et il y a aussi maintenant une intégration entre les différentes thématiques en lien avec l'éducation, et c'est ce que nous appelons Safe School chez HI. Et elle ne s'écarte pas de la déclaration Safe School évoquée par Daoura Diarra avec les différentes recommandations et les engagements, mais elle est l'opérationnalisation de ces éléments de la déclaration Safe School en lien avec les différentes thématiques qui doivent contribuer à sa mise en œuvre. Donc, nous avons d'abord l'éducation inclusive. Dans le schéma que nous voyons ensemble, il y a d'abord l'éducation inclusive. Quand on parle de Safe School à HI, il y a d'abord l'éducation inclusive au genre, à l'âge et au handicap. Il y a également la réduction de la violence armée, et il y a aussi la réduction des risques de catastrophes et des crises. Il y a également le MHPSS, la santé mentale et l'appui psychosocial qui est développé dans les écoles. Il y a également les activités en lien avec le WASH, et il y a aussi les autres activités que nous mettons dans le cadre de la protection de l'enfant. Et c'est l'ensemble de ces éléments intégrés qui constituent ce que nous appelons l'approche Safe School chez Humanity and Inclusion. Et l'objectif de cette approche est de promouvoir un environnement d'apprentissage sûr, un environnement d'apprentissage inclusif, un environnement d'apprentissage protecteur pour la communauté éducative et les localités environnantes. Et ces communautés, ces localités qui sont confrontées à une diversité d'aléas, et lesquels aléas sont plus ou moins prévisibles, soudains et prolongés, et aussi ces acteurs qui sont également confrontés à des facteurs de stress qui peuvent s'étaler sur le long terme et susceptibles de porter atteinte, voilà, à l'intégrité physique, psychique et ainsi qu'à la continuité des services éducatifs. Slide suivante. Pour ce qui concerne l'expérience de HI au Mali, je voulais d'abord juste présenter un aperçu global des écoles non fonctionnelles au mois d'août en 2021 au niveau du Mali. Et ces informations sont extraites de nos séances de travail avec le cluster d'éducation. Nous avons sur la carte, toutes les parties en bleu sont des zones qui sont affectées par les fermetures d'écoles à l'issue de la crise, suite à la crise au Sahel central. Donc, nous avons en tout 1664 écoles fermées sur un total de 6137, et ce qui nous fait un taux de fermeture de 27%. Et les zones les plus affectées par ces fermetures d'écoles sont les zones en bleu plus foncé, notamment les régions de Ménaka avec 41% et Mopti vient en tête avec 44%. Donc, les autres régions voilà, se retrouvent maintenant dans la fourchette de 1 à 29%. Et on a uniquement juste une partie de Bamako. On a juste de Bamako et une partie de la région de Koulikoro plus la région de Kaï qui ne sont pas affectées. Et quand on voit la tendance globale sur les 3 derniers mois, de 1595, on a atteint un pic de 1684 écoles fermées en juillet pour redescendre à 1664 en août. Slide suivante. Les activités développées dans le cadre des projets Safe School au Mali, ce qui concerne Humanity and Inclusion, gravitent autour d'un élément essentiel qui est d'abord l'éducation inclusive, qui prend en compte tous les enfants et avec le focus sur les enfants handicapés, les enfants déplacés internes, les enfants retournés, les enfants réfugiés et les filles. Et
Autour maintenant de cette éducation inclusive, nous avons apporté les autres éléments, les autres thématiques qui doivent contribuer à apporter des réponses qui ne sont pas essentiellement liées aux besoins d'apprentissage, aux besoins pédagogiques, mais qui sont liés aux besoins de protection de l'enfant et qui sont ici liés à la nature de la crise qui affecte la zone. Nous avons la transformation des conflits, nous avons des activités en ligne de formation des enseignants qui permettent de soutenir les enfants dans les localités pour identifier ensemble les sources de conflits et de les sublimer pour les permettre de contribuer aux apprentissages, de faciliter les apprentissages. Nous avons également l'éducation positive qui consiste à développer trois compétences psychosociales essentielles, notamment la confiance en soi, la gestion des émotions et le vivre ensemble chez les élèves. Il y a également les plans de préparation et de réponse d'urgence inclusifs au handicap et aux genre que nous travaillons à mettre en place dans les écoles pour préparer les écoles à faire face aux crises ou aux différentes attaques qui peuvent survenir dans la localité et affecter les acteurs de l'éducation. Il y a aussi du cash ou des coupons alimentaires que nous offrons aux ménages vulnérables pour soutenir l'éducation. Il y a le Wash in School qui nous a permis d'offrir des kits d'hygiène aux filles et des kits de dignité aux filles et des kits d'hygiène aux différentes écoles pour faire face à la COVID à travers le respect des mesures barrières et pour lesquelles les enfants auront nécessairement besoin de se laver les mains régulièrement. Et il y a enfin l'appui psychosocial, voilà, des élèves et des enseignants qui sont dans les zones affectées. Slide suivante, s'il vous plaît. Les enjeux principaux pour Safe School au Mali au niveau du Humanity Inclusion, le premier enjeu, c'est l'absence de données sur les enfants les plus vulnérables. Je pense que c'est ressorti un peu dans la présentation de Diara. Il y a aussi les différents risques et les risques différenciés et les disparités de services, voilà, que nous constatons, zone rurale versus zone urbaine. Il y a aussi les différents coûts logistiques et autres éléments qui constituent des facteurs de discrimination. Il y a aussi l'enjeu de la réquisition et de l'occupation des écoles en situation d'urgence. Je pense que c'est ressorti aussi, c'est en lien avec la Safe School Declaration. Il y a la nécessaire adaptation des effectifs qui ne sont pas maîtrisés dans les écoles. Et c'est tout simplement parce que le flux des enfants n'est pas contrôlé. En fonction des pics liés à la crise, on se retrouve avec des écoles à effectifs larges ou pléthoriques dans les zones urbaines. Il y a aussi la difficulté d'appropriation par les populations de l'approche, difficulté d'appropriation par les communautés aussi, parce que nous sommes dans des interventions d'urgence qui ne dépassent pas 18 mois. Et avec le Nexus, c'est un véritable enjeu de permettre en même temps d'apporter une réponse aux acteurs et de les permettre de se l'approprier. Slide suivante. Les recommandations, notamment pour soutenir le Nexus que nous venons d'évoquer, nous avons souhaité renforcer les évidences, c'est-à-dire travailler sur la collecte des données sur le handicap, sur les enfants déplacés, budgéter des études socio-ethnologiques et sur des enjeux liés. On a également des enjeux liés aux gens et au handicap, et des situations particulières, notamment les abandons des enfants déplacés dans le système éducatif au niveau du Mali. Là, il y a aussi comme enjeu la reconnaissance du rôle des ONG comme fournisseurs de services en temps de crise. C'est vrai que les institutions étatiques sont là, mais il faut qu'il y ait vraiment des actions fortes en lien avec la reconnaissance de ce rôle des ONG, parce que il faut aussi travailler à apporter une réponse, je pense, à l'absence de préconditions. Quand je prends des contextes où les services santé, les services de base sont absents, ça pose vraiment de véritables difficultés et on a des soucis aussi en lien avec les flexibilités budgétaires et pour lesquelles, dans la mise en œuvre des actions, on demande l'indulgence des bailleurs
et travailler aussi sur la durée en cohérence avec les années académiques. Ça aussi, c'est une des recommandations. Et assurer le relais bailleur d'urgence et le développement, faire ce lien, ça c'est également une des recommandations aussi que nous formulons. Je pense qu'à ce stade, on a juste joint des slides suivantes, on a juste joint des liens qui pourront vous permettre de découvrir un autre projet de HI. Et ici, ce n'est pas au Mali, mais bien sûr au Bangladesh. Et je dirais enfin merci à la slide suivante. Je dirais merci et on a le tout petit merci de notre petite fille sourde qui est scolarisée dans une de nos écoles au Togo. Et une fois de plus, merci à toutes et à tous pour cette première phase de mon intervention. Je reste à votre disposition, bien sûr, pour la suite, notamment à travers des réponses à certaines questions. Je vous remercie une fois de plus. Merci Basile. Merci pour cette présentation et pour les éléments importants que vous avez mis en avant sur l'ampleur et la complexité des enjeux dans la situation à laquelle vous êtes confrontés au Mali. Alors, je me tourne vers Marie pour voir s'il y a des questions. Oui, Roméo. Merci Basile et merci Daouda pour la présentation. Il y a une question qui est venue du public, une question de Peter qui demande quel peut être le rôle des professeurs dans des situations de conflit? Est-ce qu'il existe des programmes spéciaux pour soutenir ces professeurs, ces enseignants qui, après tout, sont aussi dans une situation très difficile et dangereuse? Donc voilà, je m'adresse. D'abord Daouda et puis Basile sur cette question. Merci Roméo, merci Marie, merci à la personne qui a posé la question, c'est M. Peter. Et donc de mon côté, moi je dirais que les enseignants peuvent, comme rôle, les enseignants peuvent contribuer à la mise en place des plans de sécurité pour les écoles et essayer d'apprendre aux enfants les mécanismes d'alerte précoce. Les enseignants aussi sont sollicités par endroit pour administrer les soins psychosociaux aux enfants qui sont affectés, tout comme eux aussi, ils en ont besoin. Et les enseignants doivent se rendre disponibles pour également prendre part aux différentes sessions de formation qui sont initiées pour essayer d'atténuer l'impact des attaques contre l'éducation. Et comme autre rôle, les enseignants peuvent également aider à la collecte des données et essayer de maintenir la transmission d'informations à leur hiérarchie, c'est-à-dire que les services déconcentrés de l'éducation, qui aussi à un moment donné doivent transmettre les mêmes données au niveau national pour que nous puissions avoir des données de qualité qui seraient vraiment utiles pour tous usages. Je me dis que si c'est les enseignants qui sont à la base de la collecte, c'est sûr que nous puissions avoir un processus continu qui va également produire des données de qualité, que si c'est d'autres acteurs qui doivent à d'autres endroits essayer d'appeler pour collecter des données, c'est des données qui risquent de ne pas avoir de bonnes sources. Et également, les enseignants doivent également aider les partenaires et aider également les services de l'éducation à la mise en place d'alternatives éducatives qui peuvent en quelque sorte donner, entre guillemets, une petite éducation pour permettre aux enfants de ne pas décrocher avec l'éducation, en attendant que la situation ne retourne à la normale pour que le système éducatif continue son petit bonhomme de chemin. Donc ça, c'est entre autres quelques contributions que les enseignants peuvent vraiment apporter pour, en termes de maintien de l'éducation en situation de conflit. Merci. Merci Daouda. Basile? Votre micro n'est pas ouvert. Ah, désolé. Je dirais que l'enseignant, il est dans un double rôle. Il est en même temps acteur et il est bénéficiaire. Il est acteur du fait qu'il a sous sa tutelle les enfants qu'il doit éduquer dans un contexte de crise. Donc, il est chargé de la mise en œuvre du package d'activités prévues à cet effet. Et il est aussi bénéficiaire parce qu'il est aussi membre de la communauté éducative. Quand on parle de l'école,
Lorsqu'il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'école. Donc, du fait que c'est lui qui pourvoit les services aux enfants qui sont dans la situation de crise, notre dispositif met un accent sur l'enseignant pour s'assurer que lui-même, il est en situation de bien-être. Et pour s'assurer que lui-même, il est en situation de bien-être, il est le premier bénéficiaire des actions de protection et d'appui psychosocial. Les conseillers pédagogiques sont formés à l'identification des signes de détresse psychologique chez les directeurs d'école et chez les enseignants. Quand ils forment les enseignants et les directeurs, dans le contexte, dans l'environnement scolaire, le directeur de l'école a la charge de superviser les enseignants et identifier à leur niveau les signes de détresse. Le conseiller pédagogique, lui, il identifie auprès des directeurs quels sont ceux qui sont en situation de détresse et on fait le travail de référencement. C'est comme ça que ça se passe. Et les enseignants, eux, à leur tour, donc pour répondre, je dirais que les conseillers pédagogiques suivent les directeurs qui, eux, à leur tour, suivent les enseignants et les enseignants pourvoient ces services aussi aux élèves. C'est comme ça que c'est échelonné. Donc, lorsque cette hiérarchie est faite en fonction de l'administration scolaire, je pense que en ce niveau-là, on voit réellement que l'enseignant, il se sent protégé. Il se sent protégé parce que lui, il apporte le service à d'autres personnes dans des contextes difficiles, mais il y a des radars aussi qui sont focalisés sur lui pour lui permettre aussi de bien faire son travail. Et comme l'a dit Daouda tout de suite, dans l'élaboration des plans de préparation et de réponse aux enseignants, les dangers et les menaces qui sont identifiés dans les écoles, ce ne sont pas les dangers seulement auxquels sont exposés les enfants, mais les dangers auxquels sont exposés les acteurs de l'école, enseignants, directeurs et élèves. Donc, tout ce qui est transformation de conflits, tout ce qui est appui psychosocial, tout ce qui est développement de compétences psychosociales en lien avec la confiance en soi, la gestion du stress, la gestion des émotions et la cohésion sociale concerne également les enseignants, mais mise en œuvre soit par le directeur de l'école ou par le conseiller pédagogique ou les autres enseignants eux-mêmes. Merci. Je vous remercie, Basile. Malé, y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, non, Roméo, il n'y a pas d'autres questions. Il y a juste un message de Elke qui dit « Merci pour les interventions intéressantes. Nous allons sûrement transmettre les informations aux responsables de projets d'éducation au Burkina à Bangrin, quoique je présume qu'ils seront au courant. » Merci. Oui, Daouda? Oui, je voudrais ajouter également un dernier point par rapport à la question. Donc, je me dis que par rapport au travail de dialogue social qui est en train d'être introduit par endroit, par exemple au Mali, je me dis que l'enseignant peut également aider la communauté à choisir le bon langage qui est susceptible de ne pas heurter les groupes armées non étatiques, de telle sorte que le dialogue puisse s'instaurer parce qu'il nous avait été rapporté que ce dialogue avait pu avoir lieu avec certains groupes non armés qui disaient qu'il serait en faveur de la réouverture des écoles si toutefois leur conditionnalité venait à être acceptée et mise en œuvre. Et là, il parlait également de la non-mixité des élèves en classe et également de l'intégration de l'enseignement en langue arabe ou toute autre chose. Donc, ces dialogues ont commencé à avoir lieu par endroit et le rôle de l'enseignant est, à mon avis, très important pour aider la communauté à avoir les bons mots pour engager. Merci. Ok, oui, c'est évidemment une couche de complexité en plus. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais voulu vous interroger en fait parce que vous avez mentionné la déclaration pour la sûreté des écoles. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez dit il y a plusieurs pays qui ont souscrit déjà à cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui vit ou comment vous le sentez vous aussi comme acteur, Basile ou Daouda, sur ces questions? Oui, okay. Allez-y, Basile. Non, allez-y, Basile. Allez-y. Allez-y, okay, je me dis que la déclaration pour la sécurité dans les écoles, elle vit. D'abord, un engagement fort enregistré du côté des pays, c'est d'abord l'endossement de la dite déclaration et également la mise en
un autre engagement est également la mise en place de groupes de travail pour un suivi technique et des groupes de travail qui élaborent des plans d'action. Seulement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un manque de financement du travail, en fait. Les gouvernements jusque-là n'ont pas de budget pour une meilleure implémentation de la déclaration et pour cela, ils se cachent derrière les partenaires techniques et financiers pour les timides actions qui sont menées sur le terrain. Et nous constatons aussi que les acteurs, les partenaires techniques et financiers ne sont pas aussi nombreux pour la vulgarisation de cette initiative. Et si toutefois, à l'avenir, on pourrait avoir plus d'engagement, que ce soit du côté des gouvernements, que ce soit du côté des partenaires techniques et financiers pour souscrire la déclaration dans toutes les priorités en termes de l'éducation, surtout l'éducation en situation d'urgence, nous pourrons dire qu'il y aurait plus de dynamisme et plus d'actions concrètes qui se verraient sur le terrain. Je me réfère même au thème de la conférence, de la 4e conférence, qui stipule que maintenant, on a pris des engagements verbaux. Il faudrait que nous allions maintenant vers la pratique et que cette pratique aussi se voit à tous les niveaux, que ce soit du niveau central au niveau décentralisé. Et donc, un problème de financement fait que la déclaration ne parvient pas à s'effrayer le chemin attendu dans beaucoup de pays. Merci. Merci. Basile? Votre micro, désolé. Je suis désolé une fois de plus. Par rapport à la déclaration, quand on prend le cas du Mali qui a ratifié, qui a endossé le document en février 2019, les difficultés un comité de suivi a été mis en place, mais dans le fond, il y a des activités qui sont difficiles à mettre en œuvre et pour lesquelles il y a le besoin de ressources exprimées par Moussa et il y a aussi, du côté des ONG que nous sommes, le besoin aussi de plaidoyer. Voilà, il faut plaidoyer, disposer des ressources d'une part, mais faire le plaidoyer pour que ces ressources aussi soient effectivement utilisées dans un plan d'action adapté. Quand je prends les dernières, parmi les 6 lignes directrices, il y a une ligne directrice qui dit que les forces combattantes, la 5e, ne devaient pas utiliser les écoles, voilà, ne doivent pas s'installer dans les écoles et évacuer, ils doivent évacuer les écoles. Et cette déclaration, cette ligne, on ne peut pas la faire seulement, on ne peut pas la mettre en œuvre seulement par les États, mais ce sont les différents camps en conflit. Et il y a aussi la dernière ligne directrice qui parle du fait que les forces combattantes doivent incorporer les directives de la Safe School Declaration dans les manuels militaires et encourager l'utilisation dans la chaîne de commandement. Donc, voici des éléments qui, pour une mise en œuvre réussie, ont besoin vraiment d'une appropriation par les différents ministères de la Défense, par les différents gouvernements. Et ça nécessite vraiment un travail de fond qu'il faut faire. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le besoin de ressources s'impose parce que ça va influencer le curriculum de formation des écoles militaires et des différentes formations militaires. Merci Basile. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste de mon côté à vous remercier, Basile et Daouda, pour votre participation. Remercier également les collègues qui ont participé. J'espère que cette session a été utile pour vous. On a vu ici des exemples d'intervention. On a surtout compris l'ampleur et la complexité des enjeux auxquels vous étiez confrontés et auxquels sont confrontés ceux qui ont à cœur de protéger les enfants, les jeunes et leur droit à l'éducation dans ces contextes. Je me tourne vers Maré, peut-être, pour clôturer la session aujourd'hui. Oui. Merci Roméo, merci Daouda et merci Basile. Et merci aussi aux participants d'avoir assisté à cette première session de 5 webinaires thématiques autour de l'éducation, autour d'une meilleure programmation dans l'éducation. Educate revient encore pendant 4 jeudis avec d'autres webinaires thématiques. Même heure, même lieu, d'autres intervenants et cette fois-ci, en espérant avec traduction. Encore toutes nos excuses pour ce souci technique.
N'hésitez pas à vous inscrire sur educate.be pour les autres sessions. Donc, chaque session demande une inscription à part. Vous pouvez retrouver les présentations, les enregistrements d'aujourd'hui aussi sur educate.be. Ils seront disponibles dès demain sur notre site Internet. Et n'hésitez pas non plus de joindre la conversation, de diffuser les messages autour de ces webinaires thématiques en utilisant le hashtag 5foreducation. Je vous remercie, particulièrement Roméo d'avoir modéré cette session et je remercie les intervenants de Plan International et de HI d'avoir participé. Merci. À la prochaine.